Alors, on va terminer notre chapitre sur les roches biogéniques par les roches ferrifères. Alors, pour parler de roches ferrifères, il faut que la teneur en fer soit relativement importante. Sinon, dans la plupart des roches sédimentaires, on peut avoir quelques pourcents de fer. Comme le fer a 2 degrés d'oxydation, Fe2+, qu'on appelle aussi fer ferreux, et Fe3+, en milieu oxydant, qu'on appelle fer ferrique, tous ces processus vont être fortement contrôlés par la chimie des environnements sédimentaires et post-sédimentaires, c'est-à-dire diagénétiques. Alors il y a un gros problème avec les roches ferrifères et c'est pour ça que j'ai remis notre ami Charles Lyell, auteur de l'actualisme, c'est qu'il manque d'équivalent actuel des grands dépôts ferrifères anciens. On a dans la nature actuelle seulement les nodules métallifères des grands fonds océaniques et le fer des marais. Alors il y a aussi les altérites, mais ce sont souvent des dépôts de beaucoup plus faible extension. Quelques mots sur le transport du fer. Dans les conditions chimiques actuelles des eaux de surface, qui sont oxydantes, le fer est à l'état ferrique. Il est dans cet état insoluble. Et donc sa concentration est faible. On a vu quand je vous ai parlé des vaporites que la concentration du fer dans l'eau de rivière est inférieure à 1% et encore beaucoup plus faible dans l'eau de mer puisque le fer est utilisé dès son arrivée dans l'océan par les organismes vivants. 3 mécanismes de transport du fer étant donné son caractère insoluble, c'est les films d'oxyde sur les grains détritiques, souvent des grains de quartz, qui sont rougeâtres d'ailleurs, en liaison avec la matière organique, et aussi par flocculation lors du mélange des eaux fluviales et marines. C'est pour ça que les estuaires sont souvent des zones où on trouve beaucoup de dépôts riches en fer. Alors tout change lors du dépôt, parce qu'une fois déposé, le fer peut être remis en solution dans le sédiment qui n'est pas forcément oxydant comme les eaux superficielles si les conditions EH-pH sont appropriées. Et en fonction de ces conditions chimiques, le fer peut être reprécipité sous la forme de toute une série de minéraux ferrifères en fonction de la chimie du sédiment. En particulier le H, le pH, la concentration en soufre et la concentration en carbonate. Je vous rappelle aussi que le caractère réducteur ou oxydant du sédiment va dépendre de la quantité de matière organique. Dans un sédiment très riche en matière organique, l'oxygène va être consommé, on assistera à une production de CO2 et d'eau, et donc le sédiment va devenir réducteur. Alors voilà un schéma un peu compliqué, c'est à nouveau un diagramme de phase, on en a vu dans les roches magmatiques. En ordonnée, vous avez le caractère oxydant ou réducteur, le H, et en abscisse, le caractère acide ou basique, le pH. Alors ce qu'il faut constater ici, tout simplement, c'est que dans la plupart des environnements actuels, le fer est à l'état de Fe2O3, c'est-à-dire un minéral qui s'appelle l'hématite et qui est formé en milieu oxydant. Dans les sédiments qui sont réducteurs, là on peut observer de la pyrite, de la sidérite ou de la magnétite en fonction de la concentration en soufre et en carbonate. En synthèse, dans les sédiments pauvres en matière organique, on va former de l'hématite. Ce sont des sédiments à caractère oxydé. Dans les sédiments marins réducteurs, c'est-à-dire riches en matière organique où l'oxygène est consommé, le soufre est généralement disponible par une réaction de dégradation des sulfates et on va former des sulfures.
comme la pyrite ou la marcassite. Et enfin, dans les sédiments continentaux, le soufre est plus rare et on va former des carbonates de fer, pour autant, encore une fois, que tout l'oxygène soit consommé par la présence de matière organique. Voilà pour visualiser les dépôts ferrifères actuels. En haut, il s'agit de fer des marais. À gauche, c'est un ruisseau dans une tourbière en Islande. Vous voyez de longs filaments rangés. En fait, ce sont des bactéries qui vont précipiter le fer à partir d'eau relativement pauvre en oxygène et acide. À droite, vous voyez d'ailleurs au microscope les filaments de ces bactéries. Alors, comment obtenir un minerai à partir de ces dépôts? Eh bien, le minerai se forme quand le matériel riche en fer est desséché. On va obtenir un genre de terre riche en hydroxyde de fer. Ça a été beaucoup utilisé pour la métallurgie médiévale. Et en dessous, vous avez les fameux nodules ferrifères actuels qu'on trouve au fond des océans. Alors, ces nodules sont concrétionnés. Vous voyez une coupe dans un nodule à droite, et on sait relativement peu de choses à propos de la formation de ces nodules, sauf que c'est un phénomène qui est extrêmement lent. Sans doute plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors, comme la formation de ces nodules est très lente, pour qu'ils ne soient pas recouverts de sédiments, ils se forment évidemment dans des endroits où le taux de sédimentation est très faible. Alors, si l'on regarde maintenant dans les temps géologiques, on a deux types de dépôts ferrifères qui ne sont plus présents actuellement. C'est ce qu'on appelle les BIF, Banded Iron Formations. En français, on peut traduire ça par fer rubané, et les oolithes ferrifères. Alors, commençons par les BIF, les plus anciens. Ils sont précambriens. Ce sont souvent des accumulations sur de grandes épaisseurs et de très vastes surfaces, et elles sont toujours constituées d'une alternance de lamines millimétriques riches en fer, donc ce sont des minéraux comme de l'hématite, de la magnétite, des sulfures, de la sidérite, et des lamines de chert, donc de silice. Alors, pas de modèle actuel pour interpréter la formation de ces bifs, donc on a plusieurs hypothèses. Je les ai représentées en bas. En A, c'est l'hypothèse de l'upwelling, donc ça se passe dans des océans précambriens qui sont encore peu oxygénés. Alors on considère que les eaux de surface peuvent être un peu plus riches en oxygène que les eaux de fond. Donc un upwelling, c'est une remontée des eaux de fond par un courant ascendant. Ces eaux riches en Fe2+, donc réductrices, arrivent sur une plateforme plus oxygénée, et on pourrait assister à la précipitation de Fe3+ insoluble. Autre hypothèse, c'est ce qu'on appelle le turnover saisonnier. Donc là, on aurait un océan précambrien relativement riche en oxygène en surface, avec des eaux assez chaudes, des eaux de fond plus froides et réductrices avec du Fe2+ dissous, et lors d'un refroidissement saisonnier, les eaux de surface deviendraient plus froides que les eaux de fond et provoqueraient un mélange des eaux océaniques avec précipitation de fer sous la forme de Fe3+. Le troisième modèle, c'est le modèle qui fait intervenir la vie, donc une précipitation microbienne de Fe3+ par des bactéries sur une plateforme. Voici ce qu'on appelle l'horloge des temps géologiques. J'aurai l'occasion de vous en reparler quand on parlera de l'histoire géologique de notre planète.
Là, c'est simplement pour vous montrer que les dépôts de bifs apparaissent au cours de l'Archéen, mais sont limités au Protérozoïque. Donc, ils n'arrivent pas dans le Paléozoïque, probablement parce que, à partir de la fin du Protérozoïque, les eaux océaniques sont devenues suffisamment oxygénées pour empêcher le processus de formation de ce type de sédiments. Deuxième type de dépôt ferrifère ancien sans équivalent évident dans la nature actuelle, ce sont les zoolithes ferrifères. Alors l'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple de la fameuse minette jurassique du Luxembourg et de la Lorraine française, qui a été à la base de la métallurgie lorraine. Que sont les zoolithes? Ce sont de petits grains concrétionnés. Alors le nucléus est souvent formé par un grain de quartz et le concrétionnement, dans le cas que vous voyez ici, c'est un oxyde de fer, c'est de la goethite. Alors on n'a pas, comme pour les bifs, de modèle évident de formation de ces zoolithes. Leur forme arrondie nécessite un minimum d'énergie du milieu, donc on pense qu'elles se forment dans des estuaires où on aurait à la fois l'agitation nécessaire à les arrondir et la quantité de fer importante qui arrive au niveau des rivières.